Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets de santé qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, d'activer les notifications sur le podcast Essentiel Pharma pour ne rien louper. L'hiver est là et avec lui les pathologies saisonnières qui touchent chaque année des millions de Français. Effectivement Pierre, le nez qui coule, les frissons et la fièvre sont la vraie trilogie de l'hiver. Aujourd'hui, nous allons explorer ces petits tracas saisonniers qui chaque année viennent perturber notre quotidien. Coups de froid, virus, on a tous nos astuces, mais comment se protéger et traverser cette saison dans les meilleures conditions ? C'est tout à fait ça, Sophie. Parmi les pathologies hivernales les plus courantes, nous avons évidemment le rhume, qui touche environ 90% des adultes au moins une fois par an, selon Santé publique France. À cela s'ajoutent des maladies respiratoires plus sévères, comme la grippe, qui affecte chaque année entre 2 et 6 millions de personnes en France, et les bronchites, qui représentent près de 10% des consultations chez le médecin généraliste en hiver. Et n'oublions pas les infections de la sphère ORL, comme les angines, les otites ou les trachéites, ainsi que les gastro-entérites, qui provoquent chaque année plus de 3 millions de consultations médicales dans notre pays. Oui, ces pathologies, bien qu'habituellement bénignes, peuvent devenir sérieuses chez les personnes fragiles comme les enfants, les seniors ou les individus immunodéprimés. Il est donc crucial de mettre en place des mesures de prévention efficaces pour limiter leur impact. Nous allons faire le tri entre les idées reçues et des astuces santé pour vous aider à traverser l'hiver en pleine forme. Pour commencer, parlons de l'alimentation. Pourquoi est-elle si essentielle en hiver, Pierre ? Eh bien, une alimentation équilibrée joue un rôle clé dans le maintien d'un système immunitaire robuste. Les fruits et légumes riches en vitamines C et A, comme les agrumes, les kiwis, les carottes et les épinards, contribuent à renforcer les défenses naturelles. Selon l'ANSE, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la consommation quotidienne recommandée est au moins 5 portions de fruits et légumes, soit environ 400 grammes. Et les protéines ? Alors les protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale, participent à la synthèse des cellules immunitaires. Pensez aux œufs, aux poissons, mais aussi aux légumineuses comme les lentilles. Sans oublier les fibres présentes dans les céréales complètes qui favorisent un microbiote intestinal sain, essentiel pour l'immunité. Et qu'en est-il de l'hydratation ? Elle est souvent négligée en hiver, mais c'est une erreur. Avec le froid et le chauffage, la déshydratation peut s'aggraver. Il est conseillé de boire 1 demi-litre à 2 litres d'eau par jour, sous forme d'eau pure, de tisane ou de soupe. En revanche, évitez l'alcool qui non seulement déshydrate, mais affaiblit également l'immunité. Outre l'alimentation, un sommeil réparateur est tout aussi important, n'est-ce pas Pierre ? Absolument Sophie, le sommeil est un pilier fondamental de la santé, surtout en période hivernale. Un repos insuffisant altère les fonctions immunitaires, notamment en réduisant la production de cytokines, ces petites protéines qui jouent un rôle clé dans la réponse inflammatoire et la lutte contre les infections. En France, il est estimé qu'environ 30% des adultes ne dorment pas suffisamment, ce qui augmente leur susceptibilité face aux pathologies hivernales. Combien de temps devrait-on dormir pour soutenir efficacement son système immunitaire ? Alors, la durée optimale dépend de l'âge. Les adultes devraient viser 7 à 9 heures de sommeil par nuit, tandis que les enfants et les adolescents, dont l'organisme est en pleine croissance, nécessitent respectivement 10 à 12 heures et 8 à 10 heures de sommeil. Au-delà de la quantité, la qualité du sommeil est également primordiale. Un cycle de sommeil perturbé peut impacter des processus biologiques essentiels comme la régulation du cortisol, une hormone liée au stress, et la réparation cellulaire. Et pour les personnes qui ont des difficultés à dormir, avez-vous des recommandations spécifiques ? Bien sûr, pour optimiser le sommeil, il est conseillé d'adopter une routine régulière en se couchant et se levant à la même heure chaque jour, même le week-end. Il est également important de créer un environnement propice au sommeil. Une chambre sombre, calme, avec une température idéale située entre 16 et 18 degrés. Par ailleurs, évitez les stimulants comme la caféine ou l'alcool en soirée, ainsi que l'exposition aux écrans lumineux avant le coucher. Cela favorise un endormissement rapide et un sommeil réparateur. Et qu'en est-il de l'activité physique, surtout en hiver ? Beaucoup hésitent à s'y mettre en raison du froid et des journées plus courtes. C'est un excellent point en effet. L'activité physique régulière est tout aussi cruciale que l'alimentation et le sommeil pour maintenir un système immunitaire performant. En hiver, pratiquer une activité modérée comme 30 minutes de marche rapide par jour peut significativement améliorer la circulation sanguine
et renforcer la production de cellules immunitaires, telles que les lymphocytes T. Une étude menée en France a montré que les personnes physiquement actives sont 30% moins susceptibles de contracter des infections respiratoires. Quel type d'activité conseillez-vous spécifiquement en hiver? Les activités doivent être adaptées évidemment aux conditions climatiques et à l'état de santé de chacun. En extérieur, privilégiez des activités comme la marche, la course ou le vélo, bien couverts pour éviter le refroidissement. Pour ceux qui préfèrent rester à l'intérieur, le yoga, les exercices de renforcement musculaire ou même des séances de fitness à domicile sont d'excellentes alternatives. En effet, même de petites actions régulières semblent avoir un grand impact. Exactement Sophie, et il est aussi intéressant de noter que l'activité physique contribue à améliorer la qualité du sommeil en régulant les rythmes circadiens et en réduisant les niveaux de stress. En somme, bouger chaque jour et dormir suffisamment sont des éléments essentiels pour se prémunir efficacement contre les maux de l'hiver. Enfin, abordons les gestes barrières. Même si la pandémie est derrière nous, les gestes barrières restent fondamentaux, notamment pour limiter la propagation des virus. Et oui, et c'est d'autant plus important qu'on pense à la pression que ces virus exercent sur notre système de santé. Le premier geste que nous avons tous appris, c'est le lavage des mains. Peux-tu nous rappeler l'importance de ce geste, Sophie? Bien sûr, le lavage des mains est l'un des gestes les plus simples, mais aussi l'un des plus efficaces. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande de se laver les mains pendant au moins 30 secondes avec de l'eau et du savon. Si vous êtes en déplacement, une solution hydroalcoolique peut être utilisée, à condition qu'elle contienne au minimum 60% d'alcool pour être réellement efficace. En France, une étude menée par l'INSERM a démontré que les habitudes de lavage des mains ont considérablement augmenté pendant la pandémie. Et même aujourd'hui, elle reste un outil clé pour limiter la transmission des virus, notamment les norovirus comme la gastroentérite et les virus respiratoires. Ce geste est d'autant plus crucial dans un contexte où les infections virales sont fréquentes. D'ailleurs, ne pas se laver les mains n'est pas sans conséquence. En 2023, selon le ministère de la Santé, environ une personne sur trois a contracté un virus respiratoire en France et beaucoup de ces transmissions étaient liées à un contact avec des surfaces contaminées. Exactement, et c'est là qu'interviennent d'autres gestes simples mais efficaces, comme se couvrir la bouche et le nez lors de la toux ou des éternuements. Utiliser un mouchoir jetable est préférable, car il réduit la dispersion des gouttelettes potentiellement infectieuses dans l'air. Si vous n'avez pas de mouchoir sous la main, il est recommandé de tousser ou d'éternuer dans le pli du coude pour éviter de contaminer vos mains. Oui, un autre réflexe, c'est l'aération régulière des pièces. En hiver, on a tendance à négliger cela, mais ouvrir les fenêtres pendant 10 à 15 minutes chaque jour permet de réduire la concentration des virus dans l'air. Une étude récente de l'Institut Pasteur a montré qu'une aération régulière réduit jusqu'à 50% la concentration des particules virales en suspension dans l'air. C'est une méthode très efficace. En effet, et il ne faut pas oublier de désinfecter les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les téléphones portables ou les interrupteurs. Ces objets peuvent devenir de véritables foyers de contamination si on ne prend pas soin de les nettoyer régulièrement. Une étude de l'ANSM a révélé que 40% des contaminations virales se produisent par contact avec des surfaces partagées, surtout en milieu professionnel ou à la maison. Bon, Sophie, prenez un plaid et un thé chaud, nous allons soulager votre rhume. Pour les infections bénignes comme le rhume, la première mesure, c'est le lavage des fosses nasales, avec du sérum physiologique ou des solutions salines. C'est un excellent réflexe. Non seulement cela permet de nettoyer les voies respiratoires et d'éliminer les agents pathogènes, mais cela aide aussi à prévenir des complications comme les sinusites ou les otites. Tout à fait, et pour les nez encombrés, les sprays décongestionnants peuvent être utiles, mais avec modération. Un usage prolongé, au-delà de 5 jours, peut entraîner une irritation des muqueuses et même un effet rebond. Et pour ceux qui préfèrent les solutions naturelles, Les solutions naturelles offrent effectivement de nombreux avantages, à condition d'être bien informé et de respecter certaines précautions. Prenons par exemple les inhalations aux huiles essentielles comme l'eucalyptus radié ou le ravinsara. Ce sont deux huiles particulièrement prises en hiver en raison de leurs propriétés antibactériennes, antivirales et même anti-inflammatoires. très intéressant. Comment agissent-elles exactement sur les voies respiratoires? Lorsqu'elles sont utilisées en inhalation, ces huiles agissent directement sur les muqueuses respiratoires en fluidifiant les sécrétions et en réduisant la congestion.
En d'autres termes, elles permettent de dégager efficacement les voies respiratoires et d'améliorer le confort respiratoire. Par exemple, l'eucalyptus radié contient un composé actif, le 1,8 cinéole, qui possède des propriétés expectorantes et décongestionnantes reconnues scientifiquement. C'est une excellente option pour ceux qui souhaitent éviter les médicaments allopathiques. Mais y a-t-il des contre-indications à leur utilisation? Absolument. Bien qu'efficaces, ces huiles essentielles ne conviennent pas à tout le monde. Elles sont contre-indiquées chez les enfants de moins de 6 ans en raison du risque de spasme bronchique, chez les femmes enceintes ou allaitantes car certaines molécules actives peuvent traverser la barrière placentaire ou passer dans le lait maternel chez les asthmatiques et les épileptiques. Par ailleurs, il est important de rappeler que les huiles essentielles doivent toujours être utilisées diluées et en respectant les dosages recommandés. Donc, prudence. Mais bien utilisée, elle reste un atout majeur dans la prévention et la gestion des infections respiratoires. Tout à fait. Mais pour maximiser leur efficacité, il est aussi essentiel d'associer ces solutions naturelles aux mesures d'hygiène que nous avons évoquées. Cela montre à quel point la santé respiratoire peut être optimisée avec une approche globale. Exactement, Sophie. Et pour nos auditeurs, si vous avez le moindre doute sur l'utilisation des huiles essentielles, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Parlons maintenant de la grippe, une des infections les plus redoutées en hiver. Et ce n'est pas qu'un simple désagrément saisonnier. Non, effectivement, la grippe en France représente en moyenne 1 million de consultations en médecine de ville, plus de 20 000 hospitalisations et environ 9 000 décès, le tout concentré sur une dizaine de semaines. Et pourtant, une grande partie de ces complications pourrait être évitée grâce à la prévention. Absolument, la vaccination contre la grippe reste l'outil clé pour protéger les populations à risque. Selon les données de l'assurance maladie, environ 50% des personnes éligibles se font vacciner chaque année en France, mais ce chiffre reste évidemment insuffisant. La vaccination réduit pourtant de 40 à 60% le risque d'hospitalisation chez les personnes âgées et diminue le risque de complications graves. Et si l'on vous disait qu'associé à la prévention par la vaccination, l'une des clés pour traverser l'hiver se cache dans une petite vitamine appelée vitamine D, alliée du système immunitaire et bien plus encore, elle fait partie d'une approche globale pour prévenir les coups de mou saisonniers. Oui, en hiver, en raison du manque d'exposition au soleil, une grande partie de la population française est carencée en vitamine D. Selon une étude menée par l'INSERM, 80% des adultes présentent des niveaux insuffisants en fin d'hiver. Et quelles sont les conséquences de cette carence? La vitamine D joue un rôle clé dans la régulation du système immunitaire. Un déficit augmente le risque d'infections respiratoires comme la grippe ou les bronchites. Pour y remédier, on peut privilégier des aliments riches en vitamine D, comme le poisson gras, le saumon, le maquereau, mais une supplémentation peut aussi être nécessaire, surtout pour les personnes âgées ou à risque. Et qu'en est-il des autres micronutriments? Le zinc et la vitamine C, Sophie, sont également essentiels. Le zinc, que l'on trouve dans les fruits de mer, les légumineuses ou les noix, a des propriétés antivirales reconnues. Les aliments riches en zinc et les probiotiques sont également importants, car 70% de nos cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin. Quant à la vitamine C, elle aide à réduire la durée et la gravité des infections respiratoires. Une consommation quotidienne de 100 à 200 mg est recommandée, ce qui correspond à 1 ou 2 kiwis par jour. Une fois les premiers symptômes apparus, que conseillez-vous pour éviter que cela ne dégénère? Dès les premiers signes pour un mal de gorge ou une légère toux, il est nécessaire d'agir rapidement. Pour apaiser la gorge, on peut utiliser des pastilles, soit à base de plantes, soit à base de miel ou de propolis, qui ont des propriétés apaisantes et antibactériennes. Un spray pour la gorge est également le bienvenu. Et si vous vous demandez si c'est viral ou si une bactérie s'est incrustée comme invité indésirable, vous pouvez réaliser un trot d'angine en pharmacie. C'est un test qui révolutionne la gestion des angines en permettant de savoir rapidement si une angine est causée par une bactérie ou un virus. C'est bien cela, Sophie. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le trot d'angine, rendez-vous dans un de nos prochains podcasts. Et en cas de fièvre, En cas de fièvre supérieure à 38,5 et qui perdure plus de 24 heures, le paracétamol peut vous soulager en attendant un avis médical. Attention cependant à bien respecter les doses maximales, 4 grammes par jour pour un adulte, espacées en prise de 6 heures minimum. N'oubliez pas qu'un surdosage peut être dangereux pour le foie. enfin, pour les toux, il est important de distinguer les toux sèches irritatives qui nécessitent des antitussifs, des toux grasses qui ne doivent pas être bloquées mais plutôt fluidifiées afin de libérer les voies respiratoires.
Pierre, l'hiver est une période où l'on voit souvent des patients adopter des comportements qui sont susceptibles à terme d'aggraver leur état de santé. Quelles sont les erreurs courantes qu'ils commettent selon vous? Alors Sophie, l'une des erreurs majeures est l'usage abusif des antibiotiques. C'est un problème de santé publique bien documenté en France. D'après Santé publique France, environ 30% des prescriptions d'antibiotiques en hiver sont inappropriées. Cela s'explique souvent par une méconnaissance. De nombreuses personnes pensent que les antibiotiques peuvent traiter les infections virales comme le rhume ou la grippe, alors qu'ils sont totalement inefficaces contre ces agents pathogènes. C'est inquiétant, surtout quand on sait que cette mauvaise utilisation des antibiotiques contribue à la résistance bactérienne. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, l'antibiorésistance est un phénomène mondial très préoccupant. En France, elle est responsable de près de 5 500 décès par an selon l'OMS. Lorsqu'un antibiotique est utilisé de façon inappropriée ou excessive, certaines bactéries développent des mécanismes de défense qui les rendent résistants. Cela complique énormément la prise en charge des infections bactériennes sévères et met en danger des populations vulnérables comme les personnes âgées ou immunodéprimées. Donc un simple rhume ou une grippe ne justifie jamais la prise d'antibiotiques? Exactement. Pour les infections respiratoires d'origine virale, le traitement est principalement symptomatique. On privilégiera des solutions comme les antalgiques, les antipyrétiques ou les remèdes naturels, tout en respectant les conseils d'hygiène. Il est crucial de consulter un médecin avant de prendre tout antibiotique. Pierre, avant de conclure, revenons sur les chiffres clés qui illustrent l'impact des pathologies hivernales en France. Absolument Sophie, nous avons évoqué la grippe et ce n'est pas la seule infection préoccupante en hiver. En effet, prenons l'exemple de la gastro-entérite, une pathologie très courante pendant la saison hivernale. Chaque année, elle est responsable d'environ 21 millions de consultations médicales en France, selon Santé publique France. Elle est particulièrement dangereuse pour les nourrissons et les personnes âgées, chez qui la déshydratation peut survenir rapidement. Sans oublier les bronchiolites qui touchent chaque hiver près de 30% des enfants de moins de 2 ans. Selon les données des réseaux de surveillance, cette infection est la première cause d'hospitalisation pédiatrique en hiver. Et que dire des infections ORL, comme les angines et les otites? Ces pathologies sont également omniprésentes. Par exemple, 80% des enfants auront eu au moins une otite avant l'âge de 3 ans, ce qui représente une charge pour les familles et le système de santé. Tout cela montre bien l'importance d'une prévention efficace. En résumé, la prévention hivernale repose sur 3 piliers: les gestes barrières, l'adoption d'un mode de vie sain par l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la vaccination quand c'est possible, des compléments en vitamines et le recours à des soins adaptés en cas de besoin, toujours en concertation avec un professionnel de santé. Tout à fait, en appliquant ces principes, nous pouvons non seulement limiter les infections, mais aussi réduire leur gravité et leur propagation. Merci Pierre pour cet éclairage précieux. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à en discuter avec votre pharmacien. Et surtout, prenez soin de vous. Merci Sophie et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.